Allez, bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé Grenoble, avec chaque semaine un élu du territoire dont les décisions peuvent impacter directement notre vie quotidienne. Et pour démarrer cette nouvelle saison du QG politique, je reçois un nouvel élu isérois, Hugo Prévost. Bonjour. Bonjour. Bienvenue donc sur ce plateau, député de la première circonscription de l'Isère depuis le mois de juillet, membre de la France Insoumise. Vous êtes le tombeur surprise du ministre Olivier Véran, qui était implanté depuis plus de 10 ans sur cette circonscription, qui regroupe une partie du Grésivaudan, Bernin, Saint-Imier, Mélan notamment, et puis une partie de Grenoble aussi, notamment l'est de la ville. Alors j'ai employé le mot surprise car pour beaucoup d'observateurs c'en était une. On pensait que la notoriété d'Olivier Véran et son implantation locale lui permettraient de conserver son siège. Ça a été une surprise pour vous aussi, Hugo Prévost, de faire tomber l'ancien porte-parole du gouvernement et ministre de la Santé ? Bon, nous, on ne s'est pas engagé dans cette campagne avec cette idée de le faire tomber lui. On s'est engagé dans cette campagne dans la volonté de porter un programme et de gouverner le pays. Je pense qu'on va y revenir après sur la situation politique du pays. Et effectivement, pour gouverner le pays, il faut être majoritaire. Et donc, notre but, c'est de battre le maximum de macronistes. Et donc, c'était de mon travail de battre M. Véran. Et puis, on est très contents, toutes et tous ensemble, parce qu'une campagne, c'est pas juste un homme ou une femme seule. C'est toute une équipe de militants et de militantes, un travail de conviction. Très content d'avoir réussi, oui. Il y avait un symbole quand même de faire tomber un membre du gouvernement. On vous voit là pendant la campagne avec Emmanuel Bompard qui était venu faire campagne pour vous dans les rues de Grenoble. Oui, bien sûr qu'il y a une forme de symbole parce que M. Véran était une figure du macronisme, de tout ce que les habitants de nos circonscriptions, du pays, nos concitoyens, ont rejeté durant ces dernières législatives. Donc effectivement, il y a une forme de symbole et ça s'est parti en vue dans le second tour où les choses se sont tendues, qu'il y a eu un certain nombre de regards particuliers sur cette circonscription. Et on l'a vu, je veux dire, M. Véran n'est pas la seule figure du macronisme à être tombée lors de ces dernières législatives, ce qui montre une forme de ras-le-bol général avec la politique d'Emmanuel Macron dans ce pays. Alors vous évoquez une campagne tendue. Il y a quelques jours, un jeune bibliothécaire de Fontaine a été condamné à 70 heures de travaux d'intérêt général pour avoir donné justement un coup de poing à un colleur d'affiche d'Olivier Véran pendant la campagne. Vous avez recroisé Olivier Véran depuis ces échanges un peu tendus de fin de campagne ? Avant de vous répondre, j'aimerais évoquer peut-être quand même ce sujet parce que tout de suite les choses se sont emballées comme quoi c'était un militant. Bon, il n'en est pas le cas. La police a pu faire son travail, la justice également. Et puis on est content qu'il y ait eu un procès dans les règles normales de la justice qui se soit tenu. Et donc on espère que la personne agressée aille pour le mieux et que ce jeune homme se rende compte de ce qu'il a fait. Voilà, pour vous répondre, parce que des fois pas s'emballer. Nous, on n'a pas échangé avec M. Véran du tout depuis sa défaite. Bon, c'est comme ça, c'est son choix. Je crois qu'il n'était pas passé à la préfecture le soir de sa défaite, puis c'est comme ça. Même pas un petit SMS de félicitations, non. C'est la tradition en général. Non, il y a pas aucun eu mais bon, en ce moment les traditions et les usages républicains chez les macronistes, c'est pas leur spécialité. En tout cas, depuis le 7 juillet, on peut dire que vous êtes le nouveau venu dans le paysage politique isérois. Vous êtes très jeune, vous venez tout juste d'avoir 25 ans, je crois. Exactement. Il y a quelques jours. Avant-hier, je sais pas, le 9, voilà. 9 septembre. Est-ce que vous pouvez nous retracer les grandes lignes de votre parcours jusqu'à vos 25 ans ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai commencé à m'engager très tôt. J'ai commencé à me syndiquer à 14 ans à l'Union nationale lycéenne. Donc, j'étais secrétaire général pendant la loi travail, enfin un peu après. Et puis après, je suis devenu porte-parole de l'Union étudiante jusqu'à 2020 à 2023, enfin en mars dernier. Donc, le premier syndicat étudiant. Et j'ai arrêté mes mandats pour finir mes études que je vais rendre mon mémoire dans les prochains jours. Et donc là, candidat pour la France Insoumise et le nouveau Front Populaire. J'ai grandi à Grenoble. J'ai beaucoup milité à Grenoble toute ma vie. Je suis parti que quelques années à Paris pour y représenter les étudiants. Et puis, c'est très important pour moi d'être représentant du Dauphiné, quelque part, si on fait cet espace géographique-là, parce que c'est là où je suis né et qu'il y a un certain nombre de valeurs, d'humanisme, de résistance qui, je trouve, colle bien avec ce qu'on porte encore politiquement. Vous étiez au lycée ici Oui, au lycée des Eaux Claires, voilà. Alors, j'étais pas exactement dans la circonscription, mais j'étais au lycée des Eaux Claires. L'école Chorier-Béria, ça vous intéresse. Voilà. Je pense que ça parle à pas mal bien sûr. de nos téléspectateurs. Est-ce que vous venez d'une famille engagée politiquement ?
Une partie de ma famille, oui. Il y a mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère sont arrivés en fait d'Espagne en fuyant Franco. C'est des républicains espagnols. Ils sont arrivés en France et à Grenoble particulièrement. Donc voilà, c'est des gens qui... Ensuite, il y a toujours une famille de gauche. Et je pense qu'on est beaucoup à Grenoble et sur le territoire à être des descendants et des descendantes italiens, espagnols, etc., de gens qui ont fui des dictatures, qui ont fui des régimes d'extrême droite. Et ce qui, d'ailleurs, se retranscrit bien encore aujourd'hui dans les votes dans ma circonscription, pas que celle-ci. Il y a un fort rejet d'extrême droite parce que je pense qu'on a toutes et tous des attaches familiales de gens qui ont subi ce que c'était l'extrême droite au pouvoir et qui en a cette mémoire collective et familiale encore. Donc un père qui est cadre du bâtiment, une maman ingénieure au CNRS, ça c'est la page Wikipédia qui le dit. Quand on devient député, on a aussi... C'est ça, on a le droit à sa page Wikipédia, exactement. Bon, elle est juste pour l'instant, oui. Oui. Bon. Parliez d'un engagement très jeune, tout de suite vers la France Insoumise. Comment ça s'est fait votre... Non, moi j'ai d'abord toujours été politique syndicaliste. Et quand vous commencez durant la loi travail, que vous vous mobilisez contre une gauche qui trahit ses propres engagements, que vous avez des aspirations envers l'écologie, l'émancipation de tout un chacun avec des nouveaux droits humains, avec une ligne fondamentalement anticapitaliste, et à vocation majoritaire qui parle à des millions de personnes et pas en entre-soi, forcément ça correspond à la France Insoumise. Et je pense que comme beaucoup de jeunes de mon âge, on le voit bien, la France Insoumise et plus largement la NUPES puis le Nouveau Front Populaire, c'est vraiment là où se tourne la jeunesse en termes de vote. Donc je suis ravi à la fois d'être élu de la France Insoumise et plus largement du Nouveau Front Populaire qui porte les aspirations de ma génération. Vous avez eu envie, plus jeune, de faire de la politique, d'être élu, de devenir député? C'est quelque chose que vous aviez en tête? Moi, je ne vois pas les choses comme ça. On se pose toujours la question de là où Sarkozy, il avait envie d'être président dès qu'il avait 16 ans. Oui, mais je n'espère pas finir pareil. Non, on se pose la question de concrètement... à l'instant T, où est-ce que je suis utile personnellement à l'intérêt général? Alors, je suis lycéen, je peux aller me mobiliser avec le syndicat, je suis syndicaliste étudiant pendant le Covid, il y a des gens qui ont faim, on monte une association de distribution alimentaire, je crois qu'on va en reparler. J'ai fini mon engagement étudiant, j'ai une certaine connaissance des institutions et de la lutte politique au sens large. Est-ce que ça pourrait être intéressant qu'on candidate? Je pense que tous les militants politiques se posent cette question-là, et moi c'est comme ça. Et puis peut-être que demain, ce sera plus député, ce sera responsable associatif, je ne sais pas. C'est le travail qu'il faut faire au quotidien parce que chevillé au corps, on a l'intérêt général. Bon, alors aujourd'hui, vous êtes député, c'est votre premier mandat d'élu, donc vous jouez directement en Ligue 1 sans être passé par les divisions inférieures. Est-ce que ça change forcément quelque chose de devenir député, ne serait-ce que dans votre vie quotidienne, vos rapports avec vos amis? Vous étiez étudiant jusqu'au 7 juillet, vos copains, j'imagine, sont restés étudiants, vous êtes devenu député, vous avez une rémunération de 6 000 € net par mois, une notoriété grandissante. Comment on gère ça? Déjà, on est avant tout des militants politiques avec un objectif politique. Et c'est à ça qu'on travaille au quotidien. Donc après, personnellement, forcément, on pourrait prendre la grosse tête, etc. Je pense que c'est pas ce qu'il faut faire. Moi, j'ai encore de bons liens. Vous me parlez de mes camarades de promo. Je discute encore avec un certain nombre parce qu'ils m'aident, parce que je suis en commission des finances. Et alors, eux travaillent aussi sur pas mal de choses en économie. Donc des fois, je demande, c'est quoi l'argument pour ça? Parce que toi, tu étais assez fort là-dessus, etc. Donc voilà, il faut se rappeler qu'on est des militants politiques. C'est pour ça que nous sommes élus, députés, et puis on est là pour prendre les coups, prendre les coups, en donner et porter bien la parole, et c'est ce qu'on s'échine de faire. Voilà. Vous évoquiez vos études, c'est fini là? Ce que je suis en train de vous dire, il faut que je rende mon mémoire. Voilà. Et après, je commence, ça sera bon. Bon. Alors, malgré vos 25 ans, Hugo Prévost, vous n'êtes pas le plus jeune de l'Assemblée nationale. Voilà. Même pas le plus jeune des députés isérois. Vous êtes battu par Hanan Mansouri, qui est élu à Vienne, qui a 1 an de moins que vous. Il y avait 6 députés de moins de 25 ans au moment de leur élection. Au mois de juillet. Le plus jeune, il a 22 ans. Il s'appelle Flavien Termé. Il est élu pour le Rassemblement national dans les Ardennes. Et comme le veut la tradition, c'est lui, en tant que Benjamin, qui tenait l'urne le jour de l'élection du président de l'Assemblée. Et plusieurs députés ont refusé ce jour-là de lui serrer la main. On voit Élisa Martin, là, votre collègue, comme Cyrielle Châtelain. Cyrielle Châtelain, elle, prend la main tendue. C'est le cas aussi de l'insoumise Danielle Simonet.
Et vous l'avez dit, vous avez refusé également de serrer la main à ce jeune député. Pourquoi ? Oui. Alors, je ne suis pas le seul. Vous avez évoqué deux personnes concernées. La réalité, c'est que l'ensemble du nouveau Front populaire, à quelques exceptions près, parce que je vous avoue que ces séances sont très longues et des fois, on oublie, n'ont pas serré la main. Pourquoi ? Parce qu'on considère que nous sommes en radical désaccord avec le projet qui est en face de nous, qui est un projet anti-républicain, raciste, etc., et qui est celui du Rassemblement national, et qu'il ne rentre pas dans ce qu'on appelle l'arc républicain. Je ne sais pas comment on peut en donner expression, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on ne serre pas la main parce qu'on n'a pas cette politesse comme on pourrait l'avoir avec d'autres dont on a le respect réciproque. Et ça, c'est pas une question d'âge, c'est une question de projet politique. Point. Et j'aimerais d'ailleurs souligner que, si je ne dis pas de bêtises, il y a 2 mandatures, M. Copé n'avait pas serré la main des élus Rassemblement national quand il était monté à la tribune. Donc c'est une pratique politique qui dit d'un côté il y a la République, de l'autre côté il y a l'extrême droite, et ces 2 projets politiques-là sont tout à fait non miscibles. Je crois que Macron a besoin de rappel dessus. On va en reparler. Ces images qu'on a vues dans l'hémicycle, c'était la première fois que vous rentriez dans cet hémicycle ou vous aviez déjà eu l'occasion ? Non, absolument. Moi, c'était la première fois que je rentrais dans l'hémicycle. Oui. Ouais, même avec le lycée ou non, j'étais jamais rentré dans le palais de l'Assemblée nationale. J'étais déjà rentré une fois dans le bureau, pour tout vous dire, parce que l'Assemblée nationale, il y a le palais, puis il y a un certain nombre de bureaux à côté, mais le palais, c'est la première fois. Alors, vous l'avez dit, vous êtes membre de la commission des finances. Chaque député doit choisir une commission. C'est une commission importante. J'imagine qu'il y a beaucoup de candidats qui veulent l'intégrer. Comment vous avez réussi à avoir cette place ? Alors, il y a beaucoup de candidats. Chacun candidate sur les commissions où ils sont spécialisés. Chacun dit, on a fait nos ordres de préférence en interne dans notre groupe. Et puis, il s'est retrouvé que j'allais en commission des finances, que j'ai une connaissance des finances. Vous êtes étudiant en économie. Oui, voilà, c'est ça qui m'a aidé. Et puis, c'est une commission qui, pour celles et ceux qui ne savent pas forcément, c'est la commission qui étudie le projet de loi de finances. Le projet de loi de finances de la sécurité sociale, lui, est étudié par la commission des affaires sociales. Et donc, au mois d'octobre, on va avoir un gros travail à faire avec la cure austéritaire que nous prépare le futur gouvernement. Donc, ça va être particulièrement cette commission qui va travailler, je pense, jour et nuit à faire en sorte que cette cure d'austérité s'applique le moins possible. Alors, c'est une commission qui, traditionnellement, est attribuée à un député de l'opposition. Bien sûr. Et là, c'est Éric Coquerel qui en est le président, Éric Coquerel, qui est membre de la France insoumise, ce qui prouve que vous aviez bien compris dès le 7 juillet que vous étiez dans l'opposition. Ça a été très spécial, en fait. Ça a été de longues discussions en le résumé en quelques mots pour que tout le monde puisse comprendre. Donc l'Assemblée nationale a donc effectivement des commissions, a également une présidence et un bureau qui organise la vie de l'Assemblée nationale, l'ordre du jour, les sanctions, les commissions, etc., etc. Bon. La première élection auquel on devait faire, c'était celle de la présidente, effectivement, qui revient logiquement au groupe majoritaire, ou en tout cas à la coalition majoritaire. Nous avions proposé d'ailleurs une candidature, on va dire, d'ouverture, M. Chassaigne, qui est un député extrêmement respecté, élu depuis très longtemps, et qui est respecté bien au-delà des bancs de la gauche. Bon, il a été battu via une alliance entre le centre et la droite. Et donc nous sommes mis en opposition, parce que l'opposition à l'Assemblée nationale, on pourrait penser que c'est celle au gouvernement, en fait, dans la tradition républicaine, l'opposition se fait par rapport à la présidence de l'Assemblée nationale. Donc nous étions dans l'opposition de Mme Yaël Braun-Pivet, qui est macroniste. Et pour finir sur la question de la commission des finances, pour bien tout expliquer, constitutionnellement, cette commission va à l'opposition. Et il y a un usage républicain qui, lui, n'est pas réglementaire, qui est que le groupe majoritaire, ou en tout cas celui qui se sent majoritaire par rapport à la présidence de l'Assemblée nationale, ne vote pas parce que la personne ne choisit pas son opposition. Voilà, c'est un peu l'usage républicain. Eh bien, cette fois-ci, les macronistes ont voté et ont poussé la candidature d'une candidate, une députée LR, tout à fait respectable comme personne, mais en tout cas, les LR avaient voté l'avant-veille avec les macronistes pour faire élire la présidence de l'Assemblée nationale et donc choisir la majorité et s'y inscrire dans la majorité. Et le lendemain, se disent, nous sommes dans l'opposition et nous voulons la commission des finances. Si je prends un peu le temps d'expliquer tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, les usages volent en éclats et que c'est très compliqué de s'y retrouver et de faire respecter cet usage républicain qui nous tient toutes et tous, parce que c'est ça qui permet à notre République, en tout cas au quotidien, de vivre. Et c'était tout à fait dommageable, mais M. Coquerel a été élu à la fin, on est ravis.
Voilà. Vous êtes dans ceci est un peu long à expliquer, mais j'ai compris. Je pense que les gens qui nous suivent ont compris également la petite subtilité. La mécanique. Vous êtes dans l'opposition à l'Assemblée nationale et vous êtes aussi maintenant dans l'opposition au niveau du gouvernement, puisqu'on a eu la nomination de Michel Barnier il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous pensez de cet homme, de ce Premier ministre, qui a la particularité d'être né chez nous, en Isère? Il est né à la Tronche. À la Tronche, donc voilà, et qui a été un jeune député comme vous aussi il y a quelques décennies. Bon, moi, de cette personne, j'en dirai deux mots ensuite, mais la question n'est pas sur ce personnage-là. La question, elle est sur la situation politique que nous avons vécue. Le président de la République a lui-même choisi, le lendemain, oui, il est à l'écran, le lendemain, le soir même, pardon, des européennes, de provoquer une dissolution. Donnant par là, limite les clés du pouvoir à l'extrême droite. Les Françaises et les Français ont, 1, fait barrage, particulièrement les électeurs de gauche, 2, ont mis le nouveau Front populaire majoritaire, dans une majorité relative, certes, mais une majorité quand même, en disant nous voulons que ces personnes-là, ce programme-là, gouvernent le pays. Un programme qui est en opposition totale avec le macronisme et avec l'extrême droite. Il était de l'usage républicain, ensuite, que le président de la République nomme le nouveau Front populaire au pouvoir, parce que le président est garant des institutions, il n'a juste à nommer, pas à choisir, la distinction est importante, et charge ensuite au nouveau Front populaire d'aller tisser des alliances au sein de l'Assemblée nationale, parce que le Parlement doit parlementer, c'est bien son nom. C'est pas ce qui a été choisi par le président de la République. Nous avons à peu près eu 56 jours sans Premier ministre. C'est plus que la 5e République et la 4e République cumulées. C'est explosion des records. Ensuite, les ministres démissionnaires ont une activité de ministre courant. Il y a même des ministres démissionnaires aux affaires courantes qui ont préparé un budget déficitaire austéritaire de 18 milliards, qui en même temps étaient députés et qui ont permis de faire élire leur présidente à l'Assemblée nationale. Donc toutes nos institutions ne vont pas. Pourquoi ? Parce qu'un homme, Emmanuel Macron, refuse de reconnaître sa défaite, et il l'a lui-même reconnu dans l'humanité, parce qu'il ne voulait pas du SMIC à 1100 €, de l'abrogation de la réforme des retraites, etc. Bref, de notre programme politique. Donc nous avons un homme qui gouverne comme un autocrate, il n'y a pas d'autre mot aujourd'hui à poser, et qui est au cœur de la crise de régime que nous sommes en train de vivre, parce qu'il refuse de reconnaître sa défaite et la souveraineté populaire. Et donc il nomme un homme qui vient de la 5e force politique du pays, LR, qui est la 5e force politique du pays, qui est la seule force à ne pas avoir fait barrage contre l'extrême droite quand même, dans la situation que nous avons vécue, qui est un homme qui a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité quand il était plus jeune, qui sera un allié de taille. Je ne sais pas si on en reparlera de la question des JO 2030 qui vont être une catastrophe écologique et économique pour notre région. Donc effectivement, il y a un problème de taille aujourd'hui avec la nomination de cet homme, et surtout de ce que nous sommes en train de vivre, et c'est pour ça que nous avons défilé en masse le 7 septembre dernier. 73 ans, c'est l'âge de Michel Barnier. C'est un problème aussi d'avoir un Premier ministre, c'est le plus vieux de la 5e République. Oui, la question, c'est surtout d'avoir quelqu'un qui, jusqu'à 2 semaines, on ne le connaissait pas forcément. Alors on pourrait nous dire oui, mais c'était pareil pour Madame Lucie Castet. Oui, mais le nouveau Front populaire, tout le monde connaît. Il est majoritaire. Donc Monsieur Barnier, on n'avait pas d'idée. Il ne s'est pas présenté et il n'a pas été élu. Mais sur un programme. Ou alors, si on rappelle le programme de LR, c'est le programme qui est 5e. Donc il y a un problème démocratique là-dedans. Ensuite, sur la question de l'âge, je ne suis pas à l'aise avec cette critique. Je suis moi-même jeune, on me fait... Bon, voilà. Effectivement, on aurait préféré quelqu'un d'un peu plus jeune pour apporter du dynamisme dans ce pays, mais il peut y avoir des personnes âgées qui savent bien conduire l'État. 52% des Français sont quand même satisfaits, si on en croit un sondage de l'IFOP paru le week-end dernier, satisfaits donc par cette nomination. Ça peut paraître un peu paradoxal par rapport à ce que vous dites. Et je sais qu'il y a eu un autre sondage qui dit que 53% soutiennent notre procédure de destitution du président de la République. Donc, moi, les sondages, c'est un peu comme les horoscopes. Là, je regarde les verdicts. Oui, ils peuvent avoir envie de faire tomber Macron et se dire finalement Barnier, c'est pas une mauvaise idée. Voilà, moi, je ne vais pas prendre ces sondages-là. La dernière fois que le peuple s'est réellement exprimé par les urnes, c'est ces législatives-là. Et c'est ça qui nous permet en réalité de connaître la vie politique du peuple français. C'est qu'il y a eu un acte citoyen qui est, à mon sens, un peu plus, et sans vouloir mettre en cause la question du sérieux, mais plus sérieux, démocratiquement parlant, ce sont les urnes. Donc il y a un vrai regret de votre part que Macron n'ait pas nommé
C'est une première ministre venue du NFP. C'est plus qu'un regret. Actuellement, nous disons que M. Barnier n'ira pas très loin avec son mandat de Premier ministre parce que les équilibres au sein de l'Assemblée nationale sont précaires. Et pourquoi est-ce que ces équilibres-là sont précaires? À la fois parce qu'il doit passer un budget de 18 milliards d'austérité et qu'il y a déjà, il faudrait un PLFR, donc un projet de loi de finances rectificative sur 2024, mais en tout cas environ 30 milliards d'austérité qui ont été appliqués sur le budget de 2024, 18 milliards qui vont arriver sur 2025. Je ne vois pas qui va laisser passer ça à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas combien de CHU qui vont fermer. Je sais qu'on parlera de la santé. Donc, ce monsieur a une tâche assez ardue. Et surtout, l'épicentre de la crise, ce n'est pas M. Barnier, c'est M. Macron qui ne respecte pas l'usage républicain et qui ne respecte pas la souveraineté populaire. Donc, on fait plus que ne pas l'apprécier. On appelle à la destitution du président de la République, mais ce n'est pas normal qu'un parlementaire dans ce pays commence à rentrer en appelant à la destitution d'un président de la République. C'est un moment exceptionnel. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur aussi un peu stratégique de la gauche après l'élection du 7 juillet, d'avoir peut-être une stratégie de main tendue plus claire, plus ouverte vers une négociation ou une coalition? Je vais vous faire écouter. Oui, tout le monde l'a entendu. Pour ceux qui suivaient cette soirée du 7 juillet, votre leader, Jean-Luc Mélenchon, quelques heures après les résultats de cette élection. Le nouveau Front populaire appliquera son programme. Rien que son programme, mais tout son programme. Est-ce que la messe n'était pas dite dès le 7 juillet avec cette déclaration? Il n'y avait aucune ouverture possible quand on prend à la lettre ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il y a deux éléments de réponse. Fermer les portes. Oui, mais le premier élément, c'est que ce niveau de réflexion et de discussion n'est pas celui du président de la République. Le président de la République est garant des institutions et nomme le Premier ministre. Il ne choisit pas. Le président de la République n'a pas à se mêler des jeux du jeu et des alliances du Parlement. C'est tout à fait différent. Par ailleurs, le président de la République ne gouverne pas le pays. C'est le Premier ministre qui gouverne le pays et qui, du coup, s'occupe de ces histoires. Pardon de revenir à des choses aussi triviales, mais c'est bien là le sens de notre Constitution, même si on a un vrai problème, effectivement, avec la Constitution de la Ve République, qui donne trop de pouvoir à ce seul homme, et nous appelons à une sixième. Bon, ceci mis à part, la question, si on parle de stratégie, sans souci, nous, effectivement, nous rentrons dans une période de négociation. Alors, j'ai été syndicaliste. Quand on commence une négociation, on ne commence pas par la position de repli. On commence par la position de force, parce que c'est du rapport de force. Et nous avons discuté et fait des mesures. On laisse des portes ouvertes. Mais nous avons fait des portes ouvertes. J'ai commencé en parlant de la candidature de M. Chassaigne tout à l'heure. Quand nous proposons à la présidence de l'Assemblée nationale la candidature de M. Chassaigne, qui est pourtant issu du plus petit des 4 groupes du nouveau Front populaire, et c'est pas grave, ça n'empêche en rien que cet homme est extrêmement compétent, eh bien, nous faisons une mesure d'ouverture. Nous disons effectivement, ce personnage est unanimement respecté. Tout le monde en dit du bien. Il est apprécié sur les bancs de la gauche, il est apprécié sur les bancs de la droite. C'est quelqu'un qui est assez âgé dans cette assemblée. En tout cas, c'est un des, je crois, plus vieux élus de cette assemblée. Donc c'est une mesure d'ouverture. Quand il refuse la candidature de M. Chassaigne, c'est qu'il ne souhaite pas discuter. Je vous donne un deuxième exemple. Quand M. Macron dit « je ne nommerai pas Mme Castet parce que sinon elle va faire le SMIC à 1 600 €, pardon, mais le SMIC à 1 600 €, c'est le cœur de notre programme. C'est pas un à côté, c'est pas un petit peu on discutait. On peut discuter. Le SMIC à 1 600 €, c'est le cœur de notre programme parce que si nous avions été au pouvoir dès juillet, les Françaises et les Français seraient partis en vacances avec une augmentation des salaires. Et ça aurait fait du bien. Oui, mais Hugo Prévost, je vous rappelle les forces Bien sûr. Et les équilibres. Votre programme, il a été voté par un quart seulement des Français. Il représente un tiers des députés à l'Assemblée nationale, donc il est loin d'être majoritaire. Donc on peut comprendre le président de la République qui se dit « je ne vais pas soutenir un Premier ministre qui va imposer aux 3/4 des Français qui n'ont pas décidé de ce programme, le programme du NFP ». Mais si ce même président de la République s'était fait cette soudaine réflexion en 2022 quand il l'a imposé, parce que s'il ne voulait pas imposer le nouveau Front populaire, alors dans ce cas-là, il a imposé Mme Borne, puis il a imposé M. Attal avec les procédures les plus antidémocratiques de notre Constitution pendant 2 ans. Donc il n'est pas vrai que M. Macron est un grand démocrate. Si on est un grand démocrate, on ne passe pas par le 49.3, on ne passe pas la loi asile-immigration en se disant de toute manière je fais alliance avec l'extrême droite et le Conseil constitutionnel censurera. Donc c'est pas vrai que cet homme est un démocrate. Ce qui s'est passé
c'est pas une question de démocratie. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils refusent que s'applique dans ce pays un autre programme économique, social que le sien. C'est en réalité ça qui s'est passé. Et je dirais même plus, en choisissant M. Barnier, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la force politique qui a dit, en règle générale, on peut voter quand l'opposition vote contre le discours général, mais on verra. C'est Mme Le Pen. Donc, cette nomination de M. Barnier est une main tendue avec le Rassemblement national qui a été défait lors de ces élections et qui a été défait par les électeurs de la gauche. 80% des électeurs du Nouveau Front populaire ont fait barrage, 40% des électeurs macronistes ont fait barrage contre le Rassemblement national en votant à gauche. Donc on voit bien que c'est les électeurs de gauche qui ont massivement fait le travail lors de ces dernières élections. Donc j'ai un peu du mal avec cet argument de dire « ah oui, mais de toute manière ». De toute manière, c'est à nous d'en discuter au sein du Parlement. C'est eux qui ont les cartes en main aujourd'hui, le Rassemblement national finalement. Mais alors, oui et non. Effectivement, il leur appartient. Vous avez été clair, vous avez dit qu'on censurera quoi qu'il arrive. Finalement, c'est eux qui vont faire la bascule dans un sens ou dans l'autre. Oui, effectivement, il va y avoir un jeu pendant un certain nombre de temps. Ce que je veux dire, c'est que pendant quelques temps, au sein de l'Assemblée, le Rassemblement national va ou non pas voter, essayer de se ranger d'un côté ou de l'autre. Bon. Déjà, c'est tout à fait à déplorer. Les Français ont défait le Rassemblement national. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a une antinomie entre nos projets politiques et que je considère que ce ne sont pas des républicains au sens du projet de la République. Alors, laisser carte en main, c'est profondément problématique. Le deuxième point, c'est que la crise politique que vient de déclencher Emmanuel Macron, ne nommant pas le Nouveau Front populaire, il ne faut pas croire que c'est un jeu politique un petit peu sympathique qui va se régler dans 3 mois parce que c'est les bonnes affaires au sein du Parlement. C'est un séisme qui va traverser profondément la discussion politique dans notre pays et je pense que nous serons amenés à avoir peut-être d'autres élections. Est-ce que ce sera des législatives? Est-ce que ce sera une démission du président de la République, etc. Ça sera des choses à voir dans ces prochains temps. Bon. Et là, le Rassemblement national devra répondre de ces actes parce qu'ils auront été la cheville ouvrière du macronisme. Il y a quand même des points communs, en tout cas des sujets sur lesquels vous êtes d'accord avec le RN. Il y a par exemple l'instauration de la proportionnelle. Il la revendique, ça fait partie aussi du programme de la France insoumise. Il y a l'abrogation de la réforme des retraites. Ils vont la proposer dans leur niche parlementaire fin octobre. Vous aussi, au Nouveau Front populaire, vous ne voulez pas de cette réforme des retraites. Ça fait déjà 2 points d'accord. Oui, alors... Oui, les forces politiques, alors ça, je pourrais vous donner un certain nombre d'exemples. Si nous voulons faire la transition écologique, il faut massivement faire la rénovation thermique des bâtiments. Les macronistes ont commencé à le faire un petit peu, nous voulons le faire plus. Ils pourraient voter avec nous. Deuxième point, je vous en donne un deuxième exemple. Si nous étions au pouvoir, nous appellerions à potentiellement à ce que les médecins qui sont aujourd'hui avec des diplômes étrangers puissent exercer en France, modulant un certain nombre de qualifications. Ça, je ne suis pas sûr que le Rassemblement national soit d'accord. Ce que je veux vous dire, c'est qu'au sein du Parlement, il peut y avoir des accords. Mais pour aller sur le fond de votre question, quand même, 2 éléments. La question de la proportionnelle, nous ne sommes pas juste pour la proportionnelle. Nous sommes pour la fin de la Ve République, la mise en place d'un processus constituant, c'est-à-dire que le peuple français décide de la 6e République, des nouvelles règles du jeu de la République dans lequel, effectivement, nous porterons la proportionnelle. Mais ce que je veux dire, c'est que nous voyons bien actuellement que la Ve République est arrivée à date limite et que toutes ces institutions aujourd'hui provoquent elles-mêmes la crise et qu'il faut passer une nouvelle forme de république. Et sur la question de la réforme des retraites, nous sommes contre, nous proposerons l'abrogation et surtout nos collègues ont voté contre lors de la dernière législature. Il me semble quand même que le Rassemblement national, pendant toute la bataille contre la réforme des retraites à l'Assemblée, était quand même vachement absente. Donc, les oppositions factices nous font un petit peu rire. Mais s'ils la proposent dans leur niche parlementaire, Moi, je ne voterai pas avec le Rassemblement national. Quelle que soit la proposition. Pas avec le Rassemblement national. Vous allez avoir du mal à faire tomber Emmanuel Macron. Ça va être une discussion lourde, mais moi, je ne donnerai pas ce point. Je ne suis pas d'accord avec. Voilà. D'accord. Même pour faire tomber le gouvernement, si eux sont d'accord... Nous déposerons des motions de censure, nous déposerons une proposition de loi pour l'abrogation de la réforme des retraites, etc., etc. Mais je ne rentrerai pas dans ce jeu de normalisation de l'extrême droite. Alors, si vous avez... et par contre, jamais nous laisserons avoir le point et nous poserons nous-mêmes nos propositions de loi sur l'abrogation de la réforme des retraites, etc., etc. Il ne s'agit pas pour nous d'abandonner un certain nombre de combats, bien entendu. Si vous avez perdu, on va dire, cette première bataille à l'Assemblée nationale, vous espérez peut-être un
inverser la tendance dans la rue. Il y a eu une première manifestation, vous l'avez évoqué, le week-end dernier. Il y avait entre 3 et 4 000 personnes dans les rues de Grenoble. On dit oui. Oui. Bon, la police a dit 3 000, les journalistes sont estimés à 4 000. Je sais que pardon, allez-y. Il y avait du monde, en tout cas, pour cette première manifestation, mais on ne peut pas non plus dire que c'était un grand soulèvement populaire. On l'a connu beaucoup plus à Grenoble, notamment pendant les retraites ou les Gilets jaunes. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous au sens où, mais quiconque a déjà manifesté dans sa vie, une manifestation le 7 septembre, c'est-à-dire juste après la rentrée de début de mouvement, les manifestations de début de mouvement, il y a rarement des millions de personnes directement dans les rues. La réforme des retraites ou la réforme... les Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, ou, pardon, non, j'avais... la réforme du travail. La loi travail. La loi travail, merci, j'avais plus le mot. Bon, ces mouvements mettent un peu de temps à monter en puissance. Là, quand même, 260 000 personnes en France, il me semble que nous avons communiqué, et même partions dans les rues de Grenoble, c'est pas ridicule. Du tout. Donc on sent une colère qui va monter. Là, il y a un nouveau appel de syndicats des forces de jeunesse et des associations le 21 septembre. Les syndicats professionnels qui appellent au 1er octobre. Le mouvement social n'en restera pas là. En tout cas, j'en suis sûr au vu des annonces qui nous ont faites. Et je pense que ce mouvement va grandir. Vous espérez quoi, là, dans les mois qui viennent Vous parliez de la destitution d'Emmanuel Macron, ça voudrait qu'il ne serait plus président de la République ? Je pense que cet homme doit aujourd'hui démissionner, effectivement, pour avoir bafoué l'ensemble des usages républicains et parce qu'il semble qu'il ait conduit notre pays dans un état de crise de régime tel que le peuple doit se réexprimer dans son ensemble sur une grande circonscription, etc. Mais avant ça, et pour être le plus pragmatique possible, moi ce que je souhaite, c'est que ce budget ne passe pas. Pardon, mais le budget 2024 a été amputé de 30 milliards. Là, on parle, pour parler des faits tout à fait concrets, en même temps qu'on parle de 30 milliards imputés sur le budget 2024, on parle de 2000 enfants qui dorment dans la rue dans notre pays. C'est un record dans l'histoire récente de notre pays. Voici à quoi nous conduisent les politiques d'Emmanuel Macron. Qu'on soit de quelconque avis politique, 2000 enfants qui dorment dans la rue, ce n'est pas normal et vous n'allez pas me dire qu'on n'a pas les moyens dans notre pays pour construire des habitations pour ces enfants-là. Voilà, point. Donc je le souhaite pour l'intérêt général, que ces 30 milliards-là ne s'appliquent pas. Il y a des méthodes, que les 18 milliards qui nous sont annoncés, et potentiellement plus au vu des exigences de la Commission européenne et du FMI, ne s'appliquent pas pour deux raisons. La première, c'est que ce sera un désastre social. La deuxième raison, c'est qu'ils sont perdus dans une logique économique qui consiste à imputer toutes les recettes de l'État, c'est-à-dire un certain nombre d'impôts sur les personnes les plus riches et les plus fortunées alors que leur fortune augmente, et tout faire peser sur les plus pauvres. Donc moi, j'appelle à ce qu'on redépense dans les services publics, dans l'infrastructure, dans l'économie réelle, et que tout ceci régénère un cercle vertueux et qui permettent à l'État de regagner des recettes. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons des solutions pour la question économique, parce que ce budget-là va avoir des effets très concrets sur la vie de nos concitoyens. Alors, une destitution ou une démission d'Emmanuel Macron, ça impliquerait des élections présidentielles anticipées dans les prochains mois. Certains candidats se sont déjà positionnés ces derniers jours. C'est le cas d'Édouard Philippe, qui d'ailleurs est en tête dans les sondages pour cette éventuelle présidentielle anticipée. J'imagine que si à gauche on veut que Emmanuel Macron parte, quel que soit le moyen, c'est qu'on a déjà une stratégie pour cette élection présidentielle anticipée. Il faudra un candidat unique, sinon ce serait incohérent. Oui, alors, oui. Je pense que déjà, il ne faut pas, je pense, tout voir à l'aune de la stratégie et de la tactique. L'un de notre principal argument, il est démocratique et républicain. Cet homme ne respecte pas les institutions et la souveraineté populaire, alors il doit partir. Mais il faut quelqu'un pour le remplacer. Effectivement, il y aura des élections, nous verrons. Nous avons vu la force de la NUPES puis du Nouveau Front Populaire sur la capacité à se rassembler autour d'un programme. Quand vous nous élisez, et c'est pour ça qu'au tout début de votre émission, je vous disais, c'est pas spécialement moi qui suis content en tant que personne, c'est que, et on en parlait pendant la campagne avec moi, vous savez à quoi vous avez affaire. Vous avez affaire au programme du Nouveau Front Populaire. Vous savez ce que vous savez ce que vous achetez en quelque sorte. Bon, et ce programme-là sera reporté lors d'une élection présidentielle, et puis les Françaises et les Français voteront, et puis la personne qui en sera le plus capable candidateront. Et je tiens à rassurer tout le monde. Je n'ai aucune volonté personnelle d'y aller. Pour l'instant, voilà. soyez prudents. Ou même plus.
Vous ne vous rasez pas en pensant à ça non, je vous le confirme. Bon, c'est vrai que vous l'avez dit, le Nouveau Front Populaire était capable de se rassembler en quelques jours, voire quelques heures, sur un programme. Par contre, ils ont été incapables de se rassembler en quelques jours ou quelques heures sur un nom à proposer à Matignon. Il a fallu plusieurs semaines, des négociations, puis on est finalement tombé sur, j'ai envie de dire, le plus petit dénominateur commun. On peut le voir comme ça, Hugo Prévost, quand on connaît les égos et les personnalités des différents partis. Là, pour la présidentielle, ça ne va pas être Madame Casse-Tête. Il faudra forcément un leader. Votre leader à vous, Jean-Luc Mélenchon, il est quasiment en campagne présidentielle. Je pense qu'encore une fois, il ne faut pas voir les choses sur un tel personnage se prépare pour sa carrière personnelle, etc. Vous ne pensez pas qu'il voit les choses comme ça, lui ? Non, je pense que M. Jean-Luc Mélenchon, comme M. Faure, comme Mme Tondelier et comme M. Roussel, se voient comme des militants politiques qui ont à faire porter une parole de gauche. Et c'est ce qu'ils font, et donc ils convainquent. Dans une période, c'est ça qui nous importe. Et ensuite, le destin personnel, j'ai envie de dire, est tellement impromptu, suivi d'accidents, etc., que nous, au sens où il y a des fois la bonne personne au bon moment, etc., nous sommes très heureux d'avoir Mme Castet candidate. Plus petit dominateur commun, j'irai pas jusque-là. Chacun parti a fait ses grandes propositions et un peu monté dans les tours, et puis tout le monde ensuite a regardé sérieusement les choses, et nous avons une candidate géniale qui connaît très bien les finances publiques, vu la situation que nous avons à gérer, nous en sommes très heureux, qui connaît très bien là où il faut aller prendre les milliards chez les milliardaires, nous en sommes très heureux, et pardon, mais face à M. Barnier, Mme Castet fait figure d'antipode totale, et nous en sommes très heureux aussi. Ça pourrait être elle, donc la candidate pour la gauche au présidentiel. Nous verrons. Moi, je ne me prononcerai pas là-dessus. On verra. On en est tellement loin de toutes ces questions-là. Pas tant que ça. Vous voulez que Macron tombe très vite. Oui, bien sûr. Mais une histoire de mois. Une présidentielle, ça s'improvise pas non plus. Déjà, on a un budget à gérer, et le fait que cet homme-là démissionne, je crois qu'il aime bien le pouvoir. Bon. Vous contesterez pas quand même que Jean-Luc Mélenchon a été un peu l'empêcheur de se mettre d'accord à gauche après ces élections. En tout cas, il cristallise dans les autres partis pas mal de problèmes, même chez vous. Pourquoi vous dites ça ? Parce que ce soit à gauche ou au PS, au PC ou même chez les écologistes, on était prêt à accepter n'importe quel nom de Premier ministre de gauche, mais pas Jean-Luc Mélenchon, pas un de ses proches. Même chez vous, dans votre parti, il y a encore les déclarations de François Ruffin cette semaine. Qui n'est plus dans notre parti. Qui n'est plus dans votre parti, mais qui était un membre important de la France Insoumise, comme Alexis Corbière, comme Clémentine Autain, qui sont partis à cause, clairement, de Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais alors... Moi, je vous dis ça en toute honnêteté. Pardon, mais trop jeune pour vous opposer au chef. Non, mais c'est absolument pas une question de ça. C'est juste que le reste peut... Enfin, l'inverse peut être dit. Dans ce cas-là, M. Faure est un empêcheur parce que nous n'aurions pas accepté M. Faure à la primature. Bon, est-ce qu'on fait des émissions quotidiennes contre M. Faure ? Non. Donc, moi, j'appelle un petit peu... Jean-Luc Mélenchon, il arrive à faire l'unanimité dans les partis de gauche contre lui, quand même. Oui, et pourtant, il fait 22% à la présidentielle. Quand certains ne le font pas, sans vouloir. Bon, il lui fait, et je pense qu'il a encore une grande sympathie populaire. Non, ce que je veux vous dire, c'est que l'ensemble des dirigeants de gauche font leur travail et font avancer des idées. On voit bien que... Pardon, mais il y a eu tout un tas de déclarations sur la marche solitaire de Jean-Luc Mélenchon le 7 septembre. On voit bien que ce n'est pas une marche solitaire, qu'il y a eu tout le grand nombre qui est venu lors de cette mobilisation, et que par ailleurs, Monsieur Mélenchon, comme tous les autres dirigeants de gauche, ont fait le travail pendant ces législatives, ont particulièrement parlé du programme, quand les autres dirigeants de la droite nous attaquaient de manière vile, et nous avons gagné ces élections. Donc si c'était tant un empêcheur, j'aimerais bien comprendre pourquoi la France Insoumise a fait ces scores-là à la présidentielle, pourquoi est-ce que nous avons gagné, pourquoi est-ce que le Nouveau Front Populaire et que collectivement nous avons gagné si cette personne fait tant défaut. Non, moi ce que je crois aussi, et pour être tout à fait sincère, c'est que dans tous les pays du monde, là où la gauche radicale est forte, le dirigeant de la figure la plus en avancée de cette gauche-là s'en prend toujours plein la figure, si je peux le dire ainsi. Je vous en donne un seul exemple. Le dirigeant de Podemos, des paparazzis sont carrément allés dans la salle d'accouchement de sa femme prendre des photos pour le harceler. Voici le traitement qui est fait
de nos figures de proue. Et donc, il ne faut rien lâcher. Et je pense que cette campagne de dénigrement permanente n'est pas une campagne contre M. Mélenchon, c'est une campagne contre la gauche dans son ensemble. Et donc, nous ne lâcherons rien et nous serons solidaires de l'ensemble de nos camarades, comme nous disons. Soutien du groupe Prévost à 100% à la figure tutélaire de la France. Mais c'est pas une question de figure tutélaire comme ça. Nous sommes fiers d'avoir tous ces porte-paroles-là, dont M. Mélenchon, et nous en sommes solidaires. Bon, alors en attendant de discuter du budget dans les prochaines semaines, de faire votre rentrée à l'Assemblée nationale, normalement c'est prévu le 1er octobre, on verra s'il y a une date un petit peu avancée. J'imagine que les premiers mois ont été occupé par le travail de terrain ici dans votre circonscription grenobloise? Absolument, absolument. On attend là pour tout vous dire ce qu'on appelle les lettres de plafond, c'est-à-dire ce qui a été envoyé à chacune des administrations pour construire le budget. Donc en attendant, on fait beaucoup de ce qu'on appelle de terrain, de circonscription, pour aller discuter avec tout le monde de la situation du pays. Et les choses sont très graves. J'étais il y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines à une mobilisation des agents de la PJJ, donc la protection juridique de la jeunesse, moins 500 postes. Il m'explique qu'il y a aujourd'hui des mineurs qui sont, faute d'assistants sociaux, 23 heures sur 24 dans une geôle de prison. Voici ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays parce que nous ne mettons pas les moyens. Il y a une semaine, avec tous les parlementaires NFP de l'Isère, nous rencontrions l'ensemble des organisations syndicales de soignants dans le pays qui nous faisaient, je sais qu'on en reparlera, part d'une situation dramatique dans l'hôpital. Donc, à la fois, nous montrons que nous sommes toujours là, que nous sommes solidaires de l'ensemble des combats, des luttes qui se font, que nous discutons avec les associations, la population, etc., pour comprendre bien exactement tout ce qui s'y passe. Et puis nous sommes prêts quelque part au combat, notamment sur cette question budgétaire. Oui. Alors l'hôpital, il est d'ailleurs sur votre circonscription. Bien sûr. C'est un dossier important. Ça fait des années que le personnel se mobilise pour demander plus de moyens, plus de financement aussi pour la santé publique. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit que vous ne saviez pas, ces syndicats, lors de votre rencontre la semaine dernière? En fait, je fais le lien, mais on ne se rend pas compte d'à quel point l'hôpital public est sur le point de sombrer. Non pas à cause des personnels, non pas à cause des malades, je ne sais pas. Il est en train de sombrer à cause d'une logique libérale qui, ces 20 dernières années, a voulu organiser l'hôpital public comme un marché. Et donc ça a été des cures austéritaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de soignants, pas assez de moyens. Pour être tout à fait concret, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans notre département, il n'y a plus qu'une seule urgence de nuit, c'est le CHU de Grenoble. Il y en avait 8 environ il y a 20 ans, tout a fermé. Le matin, quand les soignants prennent leur garde, ils me disaient qu'il y a 10 ans, quand vous preniez votre garde à 8 heures, il y avait 0 patient aux urgences. Aujourd'hui, il y en a 100. Pour vous donner un dernier exemple, que cette fois-ci, les agents de la PJJ au niveau de la région, pas spécifiquement un CHU, m'ont donné, ils me disaient qu'il y a tellement plus assez de personnel en psychiatrie que parfois les mineurs atteints de troubles nécessitant l'intervention de psychiatres finissent en prison parce que c'est là qu'ils ont un toit au-dessus de la tête et qu'ils peuvent être aidés. Pardon, mais c'est ça la situation de notre système de santé aujourd'hui dans notre pays. Donc ils nous ont donné des exemples tout à fait concrets et je vous passe le personnel qui aurait l'âge d'être à la retraite, qui sont revenus à l'hôpital, etc. pour aider. Bon, alors l'urgence c'est de remettre les moyens au sens où il faut plus de personnel. Il faut plus de personnel en amont, c'est-à-dire plus de médecins de ville. Alors après, il faut adapter les modes de travail. C'est fini le médecin qui fait du 8h, 22h tous les jours. Les médecins ont aujourd'hui le désir de voir leur famille, donc il faut plus de médecins pour faire des rondes, s'organiser. Donc plus de médecins de ville, de faire en sorte qu'ils puissent s'installer. Plus de spécialistes de santé, plus de lits. Ils avaient résumé ça en une phrase, des bras, des lits, les syndicats. Donc c'est ce qu'on essayera de mettre en place, des bras et des lits, et puis une revalorisation de leur salaire, une reconnaissance de leurs conditions de travail, ce qui nous permettra aussi de mener en place des réformes de transformation des études de santé pour que ces études-là attirent plus de monde, que plus de monde y réussisse. Donc un problème de précarité étudiante, je crois que nous allons en parler, afin de faire en sorte qu'il y ait au fond plus de médecins qui puissent s'installer, qu'on retrouve le meilleur système de santé que nous avions. Et il faut des années de toute façon qu'il arrive pour former des médecins. Est-ce qu'en attendant, on va puiser une main-d'œuvre à l'étranger par exemple ? En fait, il n'y a pas besoin. Il y a
je crois que c'est un millier, je vais peut-être me tromper sur le chiffre, je crois que c'est un millier de personnes qui ont des formations en médecine tout à fait reconnues, qui auraient des équivalences en France et qui voudraient exercer aujourd'hui en France, mais les décrets de reconnaissance ne sont pas parus. Donc il faut très rapidement signer ces décrets, leur permettre de réintégrer l'hôpital public. Et ce que nous ont dit les soignants, c'est dire, vous savez, nous on peut tenir, pardon, pas beaucoup, là, on va couler. Mais si vous nous dites, écoutez, on met les moyens, dans 10 ans, il y a du monde qui arrive, on fait en sorte de s'organiser, on vous augmente les salaires, etc., on met des équipements, nous ont dit, l'intérêt général et le service public, c'est cheville au corps qu'on l'a. Et toutes les personnes qui sont parties dans le privé parce que les conditions matérielles d'existence étaient un petit peu meilleures, seraient prêtes à revenir, on peut tenir les quelques temps qu'il faut. Mais si nous disons le pire, c'est qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, ça va être pire. Mais ça décourage tout le monde et les gens partent. Voici ce qui se passe. Et donc nous avons un personnel soignant extraordinaire qui sont là pour toutes et tous. Ils peuvent travailler au sens de l'intérêt général, mais il faut que l'intérêt général soit là et donc l'État soit là pour leur donner des perspectives. Bon, manque cruel de médecins à Grenoble comme ailleurs. Pendant cette visite avec les syndicalistes de l'hôpital, est-ce que vous avez croisé Olivier Véran, qui avait promis en juillet, sur notre plateau d'ailleurs, de réintégrer l'hôpital et son poste de médecin neurologue? Nous devions les voir au sein de l'hôpital. Cette possibilité nous a été refusée au dernier moment. Nous attendons encore des explications. Donc on les a vus à la permanence de mon homologue sénateur, M. Gontard, où on les a... M. Gontard nous a permis d'avoir cette salle, donc on les a vus là-bas. Et je crois que M. Véran n'a pas réintégré l'hôpital. Voilà, je lui laisserai le soin de s'expliquer et de nous donner des nouvelles. Il a peut-être imaginé que le besoin n'était pas aussi crucial qu'il le disait. Mais je vous assure que le besoin l'est. Mais bon. Ouais. Nous, on a contacté la direction de l'hôpital pour savoir justement s'il avait bien réintégré, comme il l'avait promis, le 4 juillet, son poste. Et on a eu un silence radio en guise de réponse qui en dit long. Vous parlez de la rentrée universitaire. Elle a eu lieu également cette semaine. On avait le président de l'UGA à votre place il y a quelques jours. Vous connaissez, puisque vous avez été militant syndical étudiant il y a quelques années à Grenoble. L'Union étudiante, qui est un syndicat donc, vous connaissez bien, forcément, a organisé ce jeudi une distribution d'aide alimentaire aux étudiants sur le campus. On voit ces images avec une file d'attente assez imposante. C'est un sujet qui vous tient à cœur, Hugo Prévost. Oui, parce que j'ai créé l'association qui est en train... Alors, il y a l'Union étudiante et puis il y a l'association Génération Précarité. Je crois que c'est elle qui organise cette distribution et j'ai créé... par ailleurs, ces deux associations. Cette situation est tout à fait dramatique. Les files d'attente que vous voyez actuellement là, nous les avons connues pendant le Covid et sincèrement, on était désespérés de ce qui se passait durant la crise du Covid, mais on espérait qu'après, ça allait s'arrêter. L'Union étudiante au niveau national nous a sorti des chiffres il y a très peu. Il nous parle d'une augmentation de 100% du nombre d'étudiants qui vont à l'aide alimentaire par rapport à 2017. Voilà, un chiffre parmi tant d'autres. Et tous les syndicats étudiants nous sortent des chiffres qui sont globalement tous alarmants. La situation de la précarité étudiante, comme celle de la jeunesse, elle doit nous toucher à plusieurs égards. Le premier, c'est que il faut bien voir qu'aujourd'hui, la jeunesse est une violence sociale. C'est un risque d'être jeune dans notre société parce que nous avons moins accès aux soins, nous avons moins de sous pour vivre, etc. Et deuxièmement, il s'agit là de l'avenir du pays. Si on prend un exemple tout à fait concret, si des personnes ne seraient pas touchées par l'argument moral et personnel, si nous voulons faire la transition écologique dans notre pays, nous allons avoir besoin d'une foule de personnel hautement qualifié, du niveau ouvrier jusqu'au niveau Bac plus 7. Pardon, mais cette génération-là, qui actuellement est en train d'être martyrisée par le président de la République, parce que ce sont ces choix politiques qui nous amènent à cette situation-là, c'est ces mêmes personnes qui vont mener la transition écologique dans nos pays. En tout cas, on l'espère, et il faut leur donner les moyens de se qualifier, d'étudier. Donc c'est pour ça que le nouveau Front populaire propose une allocation d'autonomie et de permettre à chaque jeune de vivre au-dessus du seuil de pauvreté, parce que c'est bien normal, et nous appelons par ailleurs à ce que tout le monde vive au-dessus du seuil de pauvreté, quelle que soit sa condition d'âge.
plus d'argent pour les étudiants, plus d'argent pour l'hôpital, l'augmentation du SMIC. Vous êtes étudiant en économie, j'imagine qu'on vous a appris aussi quelques principes de base dans cette matière. On le trouve où, tout cet nouvel argent à investir? Alors, on a l'impression que la France est déjà énormément endettée. Mais bien sûr, elle l'est. C'est pas une impression. La situation économique du pays est alarmante. C'est le bilan de M. Le Maire, ce n'est pas le nôtre. Les 1 000 milliards de dettes, si je ne dis pas de bêtises. J'ai un doute sur le chiffre là que je viens de... Mais bon. Mais il y en a beaucoup. Non, mais il y a une... Pourquoi? Alors là, je vais vous citer monsieur le rapporteur général, qui est Charles de Courson. Pour ceux qui connaissent Charles de Courson, c'est pas un bolchevique, concrètement. Monsieur Charles de Courson explique très bien. Nous avons un problème des recettes dans ce pays. Pourquoi? Parce que nous avons arrêté d'imposer les plus riches dans notre pays. Je vous donne un seul chiffre, parce que sinon, vite, on se perd dans ces chiffres en économie. Il y a 10 ans, les 500 familles les plus riches de notre pays, leur patrimoine représentait environ 10% du PIB. Aujourd'hui, elles représentent 50% du PIB. L'inflation, elle est due à l'augmentation des taux de marge des très grands groupes. Ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a eu une inflation je donne un exemple, mais il y a eu une inflation normale des matières premières. Les grands groupes n'ont pas voulu perdre des dividendes. Donc ils ont augmenté leur prix mécaniquement au lieu de réduire un petit peu les marges. Ils auraient été profitables quand même. Mais ils n'ont pas voulu, donc ils ont augmenté leur prix. Résultat des courses, il n'y a jamais eu autant de dividendes donnés aux actionnaires sur ce second semestre de l'année. C'est pas moi qui sors le chiffre, c'est les Échos. Alors, les Échos, en termes de journal insoumis, ça se pose là. Donc nous avions des patrimoines, c'est-à-dire des personnes physiquement qui s'enrichissent énormément. Nous avons des très grands groupes qui s'enrichissent énormément. Ce sont ces personnes-là qu'il faut aller imposer. Alors comment est-ce qu'on va faire? J'en avais parlé pendant la campagne. Nous voulons à la fois rétablir l'ISF, taxer les transitions financières, et le dernier point, c'est faire en sorte de mettre en place une réforme de l'impôt, lisser l'impôt sur 14 tranches d'impôt, ce qui fait que les personnes qui gagneront dans notre pays moins de 4 000 euros, qui gagnent moins de 4 000 euros par mois payeront moins d'impôts, et ceux qui en gagnent plus payeront plus, ce qui participe à l'effort général. D'aucuns nous disent oui, mais dans ce cas-là, ils vont arrêter d'investir, etc. Deux éléments là-dessus. Le premier, c'est que dans notre pays, 56% du PIB, c'est de la demande intérieure, c'est-à-dire de la consommation populaire. Donc si vous voulez doper l'économie française, il faut augmenter le SMIC. L'augmentation du SMIC, c'est pro-business dans notre pays. En Allemagne, c'est différent, mais en France, c'est pro-business. Le deuxième point, c'est que, mais il n'y a jamais eu si peu d'investissement dans notre pays. L'investissement dans les services et dans l'industrie est en baisse. Donc, des personnes se gavent et ne réinvestissent pas dans notre pays. C'est ça le plus grave. Donc, voici une augmentation des recettes. Voici comment nous comptons financer un programme de hausse des dépenses. Il faut bien le dire, pour permettre au bonheur collectif. Voilà. Allez, dans l'actualité iséroise, il y a malheureusement eu ce regain de violence depuis 2 mois dans l'agglomération grenobloise, avec de nombreuses fusillades pour le contrôle du trafic de drogue. Depuis que vous êtes député, Hugo Prévost, il y a eu 18 blessés et 2 morts sur notre agglomération. La dernière victime a fait couler beaucoup d'encre puisqu'il s'agit d'une victime innocente. On en a beaucoup parlé cette semaine. Lilian Dejean, employé municipal au service propreté de la ville de Grenoble, qui a été tué à bout portant par un délinquant qui voulait empêcher de s'enfuir après un accident de la route en face de la mairie de Grenoble. Ce crime gratuit a suscité beaucoup d'émotions. On voit sur ces images ses proches, ses collègues et des habitants réunis sur les lieux de l'accident. J'imagine que ce crime vous a choqué, vous aussi ? Comme tout un chacun, parce qu'on ne peut avoir que de l'émotion, de la compassion, exprimer nos condoléances envers ses amis, sa famille, ses proches, ses collègues. On ne sait pas trop quel mot dire, si ce n'est d'exprimer tout ça. Il s'agit en plus d'un agent qui est extrêmement respecté, reconnu, syndiqué à la CGT, qui militait au quotidien pour les autres, et ce meurtre effroyable dont nous n'avons pas encore les conclusions de l'enquête de police. Je sais que la police travaille à rechercher clairement la personne et à voir les différents éléments. On espère les avoir le plus rapidement possible. Je profite de ce temps d'antenne pour rappeler qu'il y a à la fois une marche blanche dimanche à 11h30 devant la mairie. J'y participerai. Je suis sûr qu'un grand nombre de Grenobloises et de gens de notre agglomération seront présents pour témoigner
leur douleur et l'affection envers la famille. Et il y a une cagnotte Litchi pour, je le dis aussi, pour aider la famille à vivre ce moment et pas avoir des coûts supplémentaires à la peine personnelle. Donc je pense qu'il faut toutes et tous y participer. Alors, il y a eu beaucoup d'émotions qui ont engendré aussi beaucoup de polémiques autour de la façon dont la sécurité pouvait être gérée politiquement à Grenoble. Là, au cœur de ces polémiques, il y avait Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui refuse le développement de la vidéosurveillance ou d'armer sa police municipale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais répondre, hein, mais je me permets... Tant que nous n'avons pas les éléments de l'enquête, je vais attendre avant de commenter sur cet élément particulier, parce qu'encore une fois, on aurait peur d'avoir le mauvais mot qui blesserait les proches. Donc, sans le mettre à part, je préférais parler en général de la situation. Des polémiques qui reviennent assez régulièrement. Bien sûr. Non, mais divers, je préfère le dire parce que facilement on met tout dans tout et on ne pense pas aux personnes qui aujourd'hui subissent le plus personnellement ce drame. Ceci dit, nous avons un problème de trafic d'armes et de trafic de drogue dans notre pays. Il est indéniable de le voir, et que nous sommes face à des réseaux qui sont bien plus grands, je ne sais pas comment le dire, qu'une simple ville. Nous sommes face à des réseaux qui sont nationaux, voire internationaux. Et la quantité d'armes qui circulent, ce n'est pas des petits malfrats, je ne sais pas comment le dire. Donc il faut rapidement régler ce problème. Alors comment est-ce que nous voyons nous les choses ? C'est que à la fois, nous avons appelé à ça, et moi ce que je pense, qu'il faut d'urgence remettre en place une police de proximité qui soit une police nationale, parce que la sûreté publique est dévolue à l'État, une police de proximité qui soit là au quotidien, dont c'est le métier, et permettre également de renforcer les effectifs de la police judiciaire, c'est-à-dire de la police d'enquête, parce que ce dont nous avons besoin, c'est à la fois de cette police de proximité qui permette qu'il n'y ait pas dans l'espace public des points de deal, des éléments de désagrément de l'ordre public qui peuvent aller très loin, qui peuvent agir très rapidement quand il y a besoin. Et nous avons besoin surtout de prendre les têtes de réseau, qui sont généralement pas du tout ni à Grenoble, ni qui sont ailleurs. Et nous avons besoin de remonter jusqu'aux têtes de réseau pour les attraper et puis les traduire devant la justice. Donc nous avons besoin de renforcer la police judiciaire et donc de donner les moyens. Voici ce à quoi j'appelle, et après on pourra discuter du reste sans souci. Plus de police, ce n'est pas un discours qu'on a l'habitude d'avoir du côté de la France insoumise. Mais pardon, le programme de 2022 appelle à, si je ne dis pas de bêtises, plus 11 000 agents sur notre pays. Nous sommes d'accord, il faut de la police de proximité, il faut plus d'agents. Nous, pardon, excusez-moi, ce que nous dénonçons, c'est une forme de politique du chiffre. Nous, aujourd'hui, l'État met en place un certain nombre une politique du chiffre, c'est-à-dire qu'il faut attraper le plus de petits délinquants qui désorganisent à la base les réseaux, mais qui en aucun cas n'empêchent les grands réseaux de se constituer. Donc nous appelons à être pragmatiques sur cette question. Pour être pragmatique, il faut attraper les têtes de réseau, ceux qui organisent le trafic d'armes, ceux qui organisent le fait que des malfrats de telle ville vont terroriser dans une autre ville, etc., parce que ces réseaux sont très bien organisés. Pour ça, il faut de la police judiciaire et il faut de la police de proximité, ce qu'a supprimé M. Sarkozy. Vous savez, en termes de sûreté publique, le plus important, c'est pas de jouer au gros bras, de jouer au « vous avez vu, nous on a fait ». Non, ce qui importe, c'est d'être efficace et de faire en sorte que la sûreté de tout un chacun soit assurée. C'est ce que nous appelons de nos vœux. Alors, il y avait du trafic de drogue avant Sarkozy, il y en a eu après. On a l'impression qu'il y avait quand même une forme d'impuissance de la classe politique à régler ce problème. Éric Piolle, cette semaine, a de nouveau stigmatisé les consommateurs de cannabis notamment, et d'autres drogues qui sont pour lui à la base de ce trafic. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Il faut aussi cibler ceux qui consomment, qui achètent, qui donc entretiennent ce trafic ? Il y a un double problème. Il y a effectivement la consommation entretient une partie, le trafic, pas une partie du trafic, le trafic. Et deuxième point, on sort un petit peu des enjeux purement sécuritaires, mais c'est un problème de santé publique. Également, la consommation de drogue. Donc il faut rapidement mettre en place de grandes campagnes de prévention. Il ne s'agit pas de stigmatiser tel ou tel individu.
Il s'agit de faire réduire la consommation parce que celle-ci doit être réduite à la fois pour des enjeux de santé publique, à la fois pour des enjeux de sécurité. Pardon, je me permets le parallèle, mais dans notre... Je parle ici de la drogue douce. Certaines drogues dures sont à d'autres niveaux de dangerosité. Mais sur la question de la drogue douce, nous avons eu aussi un autre problème avec une autre drogue douce dans notre pays il y a quelques années, ça s'appelait l'alcoolisme. Nous avons mis en place collectivement des grandes campagnes de prévention, etc. L'alcoolisme a drastiquement baissé dans notre pays. L'alcoolisme des plus jeunes, enfin l'usage, j'allais dire la consommation, c'est ça le mot que je cherchais, de l'alcool chez les mineurs a drastiquement baissé. C'est ça qu'il faut faire en même temps parce que, encore une fois, ça desservirait largement ces réseaux et nous en serions tous heureux. Et en même temps, pour des questions de santé publique, ça aiderait tout le monde. Une des options aussi proposées, notamment par Éric Piolle, le maire de Grenoble, c'est la légalisation, qui est dans notamment le du cannabis. Vous y êtes favorable ? Oui, je suis favorable parce que ça permettrait le contrôle de ces réseaux, tout simplement. Encore un exemple, la prohibition de l'alcool dans un certain nombre de pays, qu'est-ce que ça a fait ? Ça a développé le marché noir de l'alcool. Nous parlons ici du cannabis, pas d'autres drogues. Ça permettrait d'avoir un contrôle de l'État sur la consommation, sur la vente, sur ce qu'il se fait. 30%, si je ne dis pas... j'ai plus le chiffre, pardon, mais toute une partie des personnes qui sont aujourd'hui en prison le sont pour vente ou achat de cannabis et une partie des amendes aussi. Ça déchargerait aussi le travail de la police. Ça leur reviendrait sur une politique de santé publique et la police pourrait se concentrer sur les choses qui sont les plus dommageables, ces drogues dures, ce trafic d'armes, etc., et ces réseaux dont je vous parlais. Le député isérois Yannick Neuder, qui est un de vos collègues, même s'il est membre des Républicains, a réclamé cette semaine une loi pour appeler le futur gouvernement à sanctionner les dealers en matière de prestations sociales, taper au porte-monnaie, comme quand on s'attaque aux fraudeurs fiscaux en col blanc. Est-ce que c'est une bonne option, une bonne façon d'appréhender les choses ? Moi, pour vous dire, c'est différent. Les délinquants financiers, il n'y a pas de mesure égale. Ce sont des crimes qui sont tout à fait différents. Il ne s'agit pas de dire qu'il y en a un... Mais c'est la méthode. Le porte-monnaie est souvent beaucoup plus sensible dans les niveaux égaux. Non, pour plusieurs raisons. Parce que les personnes qui se retrouvent à être ce qu'on appelle des dealers, c'est-à-dire au bas d'un immeuble, vendre de la drogue, etc., le sont généralement pour des situations sociales qui sont tout à fait insupportables. Beaucoup sont poussés là-dedans. La petite criminalité, c'est ça. Donc il y a besoin, au contraire, en même temps que nous renforçons une politique de sûreté publique dans notre pays, en même temps qu'on met en place une politique de santé publique, on en parlait pour la consommation, il y a besoin aussi de mettre en place une politique sociale, permettra à tout un chacun d'accéder à un emploi, d'accéder à un certain nombre d'aides, etc., qui ne les poussent pas dans ces extrémités-là. Donc je ne pense pas que ça soit la bonne solution. Et par ailleurs, c'est la porte ouverte. On connaît ce discours sécuritaire de la droite qui dit on va attaquer cette personne et puis demain, les parents seront responsables et on met en place une punition collective. Toute une partie de la droite en a parlé ces derniers temps de punition collective parce que les parents seraient des irresponsables. Bon, quand je vois le nombre de condamnés à droite, je me dis qu'il faudrait peut-être aller parler à leurs parents aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que ce discours sécuritaire, il nous mène à une impasse. Et moi, ce qui m'occupe, c'est de régler ce problème de sûreté publique, de santé publique et ce problème social. C'est pas d'avoir la bonne petite phrase choc qui fait que ça fait bien, ça fait quelques retweets, mais en réalité, ça ne sert à rien. Cette semaine, pour finir sur ce chapitre, sur notre antenne, le président de l'UGA, Yacine Laknecht, a expliqué qu'il réfléchissait à déménager l'Institut de la communication et des médias situé à Échirolles, car il craignait pour la sécurité de ses étudiants. On voit l'école, elle touche l'immeuble du Carrare, qui est juste à côté, qui est un point de deal célèbre et incontrôlable depuis plusieurs années. Il a engendré plusieurs fusillades, notamment cet été. C'est une sage réflexion quand on est des présidents de l'UGA de se pencher sur la sécurité de ses étudiants. On lui reprocherait si jamais il y a une balle perdue qui vient toucher un étudiant de cette école ? Je n'ai jamais été président d'université, donc je vais me garder de donner c'est déjà pas mal. un certain nombre de leçons sur le sujet. Écoutez, je crois qu'il y a une discussion qu'il y a avec le préfet sur la sûreté publique sur cet espace-là, donc je n'ai pas les éléments moins techniques permettant d'y répondre. Et sur le principe de reculer devant les dealers, c'est le cas, mais pour la sécurité. Et de manière générale, sur le principe, est-ce que...
pardon, mais on se pose la question pour ces étudiants-là. Il faudrait donc se poser la question pour les immeubles alentours, pour les habitants aux alentours, etc. Non, le pouvoir public a un rôle d'assurer la sûreté publique pour tout un chacun. Et donc, c'est en ça que je vous dis que la police de proximité doit revenir pour assurer une présence d'une police du quotidien, du peuple, et j'ai envie de dire auprès de tout un chacun, que ces points de deal n'empoisonnent pas la vie des concitoyens et des concitoyennes, et encore une fois, s'en prendre à ces réseaux pour que ces points de deal ne puissent pas exister. Pardon, je fais une réponse d'ensemble parce que malheureusement, ce ne sont pas des épiphénomènes. Si vous enlevez le point de deal à un endroit, il va apparaître à un autre si vous ne cassez pas le réseau d'origine. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc tout le monde a le droit à la sûreté, les étudiants comme les non-étudiants. Voilà. Je précise que les habitants, eux, de cet immeuble ont visiblement choisi, puisque plus de la moitié des appartements sont vides et ne trouvent plus de Mais c'est un vrai problème. Preneurs. Et effectivement, les autorités ont beaucoup de mal à régler ce problème particulier à Échirolles. Hugo Prévost, on arrive à la fin de cette émission. Le prochain QG politique, il sera dans 15 jours. On va attendre que Michel Barnier nomme des ministres. Il y a un rituel, en tout cas, dans cette émission, c'est de poser une question à l'invité qui va suivre. Vous n'avez pas eu à répondre à une question puisque c'est la première de la saison, mais je vais vous demander de poser la question à notre prochain invité. Il s'agit de Didier Rambaud, qui est le dernier parlementaire isérois Renaissance. Il est sénateur. Il y a encore 2 ans, ils étaient 10 à représenter le camp d'Emmanuel Macron entre le Sénat et l'Assemblée nationale ici en Isère. Je vous laisse regarder la caméra qui est en face de vous et lui poser la question que vous souhaitez. Écoutez, il me vient une question tout à fait naturelle que je pense tout le monde se pose. Monsieur, vous êtes sénateur, donc parlementaire, représentant du peuple. Êtes-vous bien à l'aise avec le coup de force antidémocratique qu'a organisé Emmanuel Macron en ne reconnaissant pas la souveraineté du peuple qui a voté pour le nouveau Front populaire et avec la nomination de monsieur Barnier, tout simplement? Eh bien, merci Hugo Prévost d'avoir participé à cette première émission de la saison du QG politique. Bonne rentrée à l'Assemblée nationale. Didier Rambaud donc, vous répondra le vendredi 27 septembre à 21h15, rediffusion à 23h15, puis le samedi 9h et dimanche 17h30. Vous pouvez revoir toutes nos émissions en replay. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit sur ce plateau, parce que la vidéo, ça reste longtemps. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu et nous on se retrouve dans 15 jours.